Rahim. Donc, on va assister à la soutenance du doctorat de M. Zerman Aïssam, dont l'intitulé est Contribution à l'optimisation et l'amélioration des performances des systèmes photovoltaïques par résolution des défis liés au stockage de l'énergie. Cette annonce sera face à un jury composé de moi-même, président du jury, professeur Ramzan Mehsen, nos invités de Al-Naba, professeur Al Hossein, professeur Omeir Ammar de l'université de Al-Naba, professeur Moussaoui de l'université de Guelma, et le directeur de thèse, professeur Borji Batarak. Monsieur Zerman, vous avez le temps nécessaire pour présenter votre travail. Je vous dis bonne chance. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, membres du jury, chers collègues, chers invités, c'est avec un immense honneur que je vous accueille aujourd'hui pour la soutenance de ma thèse de doctorat, qui a donc pour thème contribution à l'optimisation et l'amélioration des performances des systèmes photovoltaïques par résolution des défis liés au stockage de l'énergie. En effet, l'énergie solaire est au cœur des enjeux énergétiques de notre siècle. Elle représente une source inépuisable et propre, mais son exploitation demeure un défi, notamment en raison de son intermittence. Le stockage de l'énergie apparaît alors comme un levier essentiel pour assurer une production stable et continue. C'est dans cette perspective que s'inscrit mon travail de recherche visant à proposer des solutions innovantes pour améliorer donc l'efficacité et la fiabilité des systèmes photovoltaïques. Donc, avant de débuter, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à l'ensemble des membres du jury qui ont accepté d'évaluer mon travail et de partager leur expertise. Je remercie également mon directeur de thèse pour son accompagnement précieux tout au long du parcours, ainsi que mes collègues et mes proches pour leur soutien tout au long de mon parcours. Donc, au cours de cette soutenance, je vais vous exposer les principales contributions de mes recherches, en mettant en avant donc les défis rencontrés, les approches méthodologiques adoptées et les perspectives qu'ouvrent ces travaux pour l'avenir du photovoltaïque et du stockage de l'énergie. Je vous remercie donc encore une fois pour votre présence et votre attention. Je vous propose maintenant d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc, afin d'offrir une vision claire et structurée de notre étude, voici le sommaire. Donc, on commencera par une introduction, l'état de l'art sur le photovoltaïque et le stockage de l'énergie, la problématique liée au stockage ou les problématiques liées au stockage d'énergie par batterie, les stratégies proposées, les résultats de discussion, et pour finir, les conclusions et perspectives. Donc, avant d'aborder donc le cœur du sujet, commençons par une introduction. L'énergie solaire photovoltaïque a un énorme potentiel de développement mondial, spécialement en Algérie, du fait donc, des bonnes conditions d'ensoleillement du pays et du caractère limité des réserves de combustibles fossiles. L'électricité produite par l'énergie solaire photovoltaïque est instantanément consommée par la charge ou stockée dans des batteries solaires ou injectée dans le réseau de distribution électrique. Le contexte sera comme suit. La transition énergétique durable est cruciale face aux défis environnementaux et énergétiques à l'échelle mondiale. En effet, l'énergie solaire à caractère inépuisable et à faible impact environnemental est une solution clé, particulièrement en Algérie, avec plus de 2500 heures de soleil par an. Le stockage de l'énergie, notamment par batterie, est essentiel pour pallier l'intermittence de la production solaire. Voici donc la problématique. Les systèmes photovoltaïques doivent surmonter des défis liés au stockage de l'énergie, notamment la durée de vie des batteries et leur coût élevé. L'optimisation des systèmes hybrides pourrait améliorer l'efficacité des systèmes photovoltaïques et une gestion avancée des flux d'énergie est nécessaire pour maximiser la performance et la durabilité de ces installations. Et pour finir, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. Tout d'abord, améliorer l'efficacité des systèmes photovoltaïques par une gestion optimisée du stockage. Ensuite, proposer des solutions adaptées aux spécificités locales et nationales. Enseignement, besoins énergétiques et infrastructures déjà existantes.
Après donc cette introduction, intéressons-nous maintenant au contexte général et au potentiel de l'énergie photovoltaïque dans le monde. Donc ici, on a la production d'électricité en TWh à partir de l'énergie solaire dans le monde de 2015 jusqu'à 2030. On peut observer que l'énergie solaire photovoltaïque est essentielle dans la transition énergétique mondiale. Elle aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre et favorise l'accès à une énergie propre. La production mondiale d'électricité solaire connaît une forte croissance de caractère exponentiel. Cette croissance ou cette évolution est influencée par les innovations technologiques, les politiques énergétiques et les investissements dans les énergies renouvelables. Si on s'intéresse maintenant au potentiel de l'énergie photovoltaïque en Algérie, on peut déduire que, d'abord, l'Algérie possède un fort potentiel solaire et l'énergie photovoltaïque joue un rôle clé dans la diversification du mix énergétique. L'énergie solaire est une solution pour améliorer l'accès à l'électricité dans les régions isolées, là où le réseau est absent. Il existe aussi le programme de transition énergétique qui est très ambitieux, qui vise à développer les énergies renouvelables et à améliorer l'efficacité énergétique. Ici, on peut apercevoir le plan national en matière d'énergie renouvelable destiné au marché algérien entre 2015 et 2030, d'après les données du ministère de l'Énergie. Donc l'objectif 2030, ça sera quoi? Ça sera 22 000 MWh d'énergie renouvelable, faire une économie de plus de 63 millions de tonnes équivalent pétrole. En plus, on a les investissements dans le photovoltaïque, qui représente un moteur principal du programme d'énergie renouvelable en Algérie. Il représente donc plus de la moitié de cette énergie renouvelable. Donc, ici, on peut apercevoir le potentiel de l'énergie solaire photovoltaïque en Algérie. Il se divise donc en trois zones distinctes. Tout d'abord le nord, qui a un bon potentiel solaire, surtout dans les zones côtières. Les hauts plateaux, avec une excellente irradiation et un bon potentiel pour des projets locaux. Et pour finir, le Sahara, il possède un potentiel solaire exceptionnel, idéal pour les projets à grande échelle. On peut citer par exemple le projet Desertec. Voici donc la liste des principales centrales photovoltaïques dans le monde. Il est important de noter que 1000 MW, c'est la plus grande solaire PV au monde. Elle est située en Chine, c'est la centrale de Yangshi Solaire. 9 est le nombre de centrales photovoltaïques de plus de 200 MW situées uniquement aux USA. Et 20 MW, c'est la plus grande centrale solaire photovoltaïque en Algérie en activité à ce jour, c'est la centrale de Adara. Alors, résumons. Pourquoi opter pour le solaire photovoltaïque en Algérie? Tout d'abord, comme cité précédemment, l'augmentation de la consommation d'énergie en Algérie et la politique de transition énergétique. La prise de conscience environnementale à l'échelle mondiale qui touche aussi l'Algérie. Les baisses de subventions pour les industries. D'après un communiqué du ministère de l'Énergie, les subventions des factures d'électricité atteignent 65% au niveau des familles et des agriculteurs, mais uniquement 25% au niveau des activités économiques et industrielles. Et en plus, il s'agit d'une source d'énergie électrique totalement silencieuse, ce qui n'est pas par exemple le cas des installations éoliennes. Intéressons-nous maintenant aux dispositifs de stockage de l'énergie. Quelles sont actuellement les technologies de stockage disponibles sur le marché? Le diagramme de Ragone est un outil majeur pour déterminer la meilleure technologie de stockage pour des applications spécifiques en fonction des aspirations en termes de densité énergétique et de densité de puissance. Donc, on peut, après analyse du diagramme, montrer que les batteries sont idéales pour des applications nécessitant un bon compromis entre capacité de stockage et puissance délivrée. Les piles à combustible sont plus adaptées pour des applications nécessitant un stockage d'énergie à long terme, avec des besoins en puissance moins immédiats. Et, pour finir, les supercondensateurs sont parfaits pour des applications où des décharges rapides sont nécessaires sur des courtes durées. Intéressons-nous donc d'abord aux batteries. Donc, ceci est une comparaison des différentes technologies de batteries disponibles et les plus utilisées sur le marché. On peut citer les batteries plomb-acide, les batteries lithium-ion, les batteries nickel-métal-hydrure et les batteries nickel-cadmium. Grâce à leur densité énergétique élevée, leur durée de vie prolongée, leur faible autodécharge et leur capacité à s'adapter à différentes exigences de puissance, les batteries lithium-ion se présentent comme la technologie privilégiée pour de nombreuses applications efficaces et fiables, comme par exemple dans le domaine des énergies renouvelables ou des voitures électriques. Nous allons dans ce qui suit nous pencher donc exclusivement sur cette technologie, qui est la technologie des batteries lithium-ion. Concernant le principe électrochimique de fonctionnement de ces batteries, donc on peut ici apercevoir les
relations électrochimiques de ces dispositifs. Donc, ce principe se divise en deux phases. Tout d'abord, la phase décharge. En mode décharge, les ions lithium se déplacent de l'anode vers la cathode à travers l'électrolyte, tandis que les électrons circulent dans le circuit externe. L'anode se détache des ions lithium et les libère dans l'électrolyte, se transformant ainsi par oxydation. Simultanément, la cathode capte les ions lithium, acceptant les électrons et se réduisent. Pendant la phase charge, le processus est inversé. Les ions lithium migrent de la cathode vers l'anode, tandis que les électrons migrent via le circuit externe. Maintenant qu'on a passé en revue la technologie des batteries lithium-ion, intéressons-nous au BMS. Pour assurer la sécurité des utilisateurs et optimiser les performances des batteries, il est essentiel de déployer un système de gestion des batteries, également appelé BMS, pour Battery Management System. Le rôle essentiel du BMS réside dans la surveillance et le contrôle de l'état de batterie, ce qui permet d'éviter et de pallier certains risques et d'améliorer sa durée de vie et son efficacité. La figure ici illustre les différentes fonctionnalités du système de gestion des batteries, notamment la protection contre les décharges profondes, la prévention des surcharges, le contrôle de la température, la gestion de l'équilibrage des cellules et la surveillance de l'état de charge. Intéressons-nous maintenant au sujet majeur de notre étude, c'est-à-dire les défis que pose le stockage de l'énergie dans les systèmes photovoltaïques. Donc, il existe plusieurs problèmes liés aux batteries dans les systèmes PV. On peut en citer une autonomie limitée. Les batteries actuelles ont une densité énergétique insuffisante pour des applications à grande échelle, par exemple les centrales photovoltaïques à grande échelle, et sont influencées par les variations de température et les cycles de charge-décharge. Une fiabilité réduite, les fluctuations rapides de puissance, par exemple les appels de courant élevés, peuvent provoquer un stress électrochimique des électrodes, surchauffe et déséquilibre des cellules, entraînant une diminution de l'efficacité et de l'autonomie. Une durabilité limitée, des décharges profondes fréquentes, température extrême et charge-décharge rapide accélèrent le vieillissement des batteries. Et pour finir, le coût élevé, les batteries solaires coûtent environ 40 à 60% des installations photovoltaïques. Voici maintenant les stratégies proposées. Donc, tout d'abord, passons en revue les solutions potentielles. Pour pallier à ces problèmes, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Donc, tout d'abord, l'amélioration des matériaux. Ceci pour accroître la capacité et la longévité. La gestion thermique. L'optimisation des cycles de charge et décharge. Les technologies hybrides, par exemple l'intégration de supercondensateurs pour gérer les pics de demande. Et la connexion au réseau. Réduction de la dépendance aux batteries en utilisant le réseau pour l'excédent d'énergie. Nous allons donc dans ce travail développer les deux dernières solutions. Pour commencer, nous devons d'abord analyser le principe d'hybridation des sources de stockage. Voici donc le principe d'hybridation des sources. En combinant les batteries lithium-ion qui sont efficaces pour le stockage à long terme et la fourniture d'énergie continue avec des supercondensateurs qui excellent dans la fourniture rapide d'énergie de pointe, il est possible d'atteindre une synergie qui maximise l'efficacité et la durabilité du système. Les batteries ont une puissance et un nombre de cycles faibles, tandis qu'elles ont une grande énergie stockée. Les supercondensateurs ont une puissance et un nombre de cycles élevés et une énergie stockée faible. Si on peut effectuer une hybridation de ces deux sources de stockage, on peut avoir un système qui a une grande énergie stockée et une puissance et un nombre de cycles élevés. Les demandes stables seront gérées par les batteries, tandis que les pics de courant seront gérés par les supercondensateurs. Alors, qu'est-ce qu'un supercondensateur? Les supercondensateurs sont des appareils de stockage d'énergie électrostatique qui peuvent stocker des quantités d'énergie bien plus élevées que les condensateurs traditionnels. Les performances élevées sont obtenues grâce à leur structure unique et à l'utilisation de matériaux poreux. On peut voir ici les différents composants internes d'un supercondensateur. Ce tableau donc va établir une comparaison entre les condensateurs classiques, les supercondensateurs et les batteries. Après analyse, en effet, on peut constater que les condensateurs traditionnels stockent l'énergie en séparant les charges sur des plaques métalliques. Les matériaux utilisés seront des métaux simples et leur capacité de stockage est limitée. Les supercondensateurs, par contre, utilisent une double couche poreuse pour stocker plus de charges. Les matériaux utilisés seront du carbone activé, graphène, pour augmenter la surface des électrodes. Leur capacité de stockage et leur densité d'énergie est bien supérieure à celle des condensateurs traditionnels. Les applications typiques de ce genre de dispositif sont le stockage d'énergie dans les installations photovoltaïques ou énergie renouvelable en général et les véhicules électriques. Les batteries, on a pris ici l'exemple de la batterie lithium-ion.
Elle fonctionne par les réactions électrochimiques pour libérer de l'énergie. Sa densité d'énergie varie entre 150 et 250 Wh par kilogramme. Temps de charge et de décharge plus lent en raison, bien sûr, des processus électrochimiques. Et ces applications typiques sont l'alimentation à long terme pour appareils électriques, par exemple les téléphones portables, les véhicules électriques et les installations photovoltaïques ou énergie renouvelable en général. Alors, comment associer ces dispositifs de stockage? À travers la littérature, nous allons faire une présentation des différentes configurations d'association des dispositifs de stockage de l'énergie. Donc, en commençant par l'architecture en série, qui ne sera pas donc détaillée ici, car très peu utilisée, vu qu'elle ne dispose pas de souplesse de contrôle. Par contre, on peut distinguer trois variantes de l'architecture en parallèle, à commencer par la plus simple, l'architecture parallèle sans convertisseur, illustrée ici. Ses avantages sont un coût de conception faible et une simplicité d'architecture. Ses inconvénients sont une tension du bus continu stabilisée uniquement par la batterie, l'absence de contrôle des courants et une réponse insuffisante aux fortes demandes de puissance. La deuxième, c'est l'architecture parallèle avec un seul convertisseur côté supercondensateur. Ces avantages sont un meilleur contrôle de la puissance délivrée par les supercondensateurs, réduction du stress sur la batterie. Les inconvénients sont un coût supplémentaire dû à l'ajout du convertisseur, complexité accrue par rapport à la configuration sans convertisseur et l'absence de contrôle total sur la batterie. Et pour finir, donc, l'architecture parallèle avec deux convertisseurs. Cette architecture dispose de deux convertisseurs, un pour la batterie et un pour le supercondensateur. Cette configuration sera exclusivement utilisée au cours de ce travail. Ses avantages sont une gestion autonome des flux de tension pour chaque source, amélioration de la réactivité et de la gestion d'énergie, et un renforcement de la fiabilité et de la tolérance aux imperfections. Ces inconvénients sont une augmentation des frais de conception, de mise en place et d'installation, une complexité accrue du système de gestion et de contrôle, et finalement, pour gérer les deux convertisseurs en même temps, il est crucial d'employer des algorithmes de contrôle plus sophistiqués. Donc, après avoir analysé les architectures d'association de nos dispositifs de stockage, passons à la partie gestion d'énergie. Qu'est-ce que la gestion d'énergie dans les systèmes hybrides? C'est la manière de répartir les flux de puissance entre les différents composants d'un système hybride afin d'exploiter au mieux les complémentarités entre les deux sources. La stratégie de gestion se divise en deux grandes familles, la stratégie à base de règles et les stratégies à base de méthodes intelligentes. Intéressons-nous d'abord aux stratégies à base de règles. Le plus simple étant la commutation binaire, tout ou rien. Cette stratégie repose sur le principe de faire fonctionner chaque source d'énergie dans des conditions optimales de performance en lui attribuant un état actif ou désactivé. En d'autres termes, la puissance demandée est entièrement fournie par l'une ou l'autre des sources, donc soit la batterie, soit le supercondensateur. Ensuite, donc, on a la méthode de la puissance limite ou saturation de la puissance. Cette méthode va consister à restreindre et à limiter la puissance fournie par la batterie tout au long du profil de puissance. Cette approche va consister à définir à l'avance un seuil de puissance pour la batterie, au-delà duquel les supercondensateurs prennent en charge l'excédent de puissance requis. Lorsque la puissance demandée par le profil est inférieure ou égale à la limite préalablement définie, la batterie délivre d'une manière indépendante la puissance demandée. Quand la demande de puissance dépasse le seuil, les supercondensateurs sont utilisés pour générer la puissance supplémentaire requise. Ils fournissent donc la différence entre le besoin de puissance et le seuil de puissance de la batterie. Et pour finir, donc, la méthode de décomposition fréquentielle de la puissance. Cette méthode va disposer de deux étapes. Tout d'abord, la filtration. Dans un premier temps, cette approche va consister à segmenter le profil de demande d'énergie à l'aide d'un filtre pour déterminer les éléments de fréquence élevée et de fréquence basse. Les éléments de fréquence élevée et les composantes donc haute fréquence représentent les fluctuations rapides de la demande, tandis que les composantes basse fréquence correspondent aux fluctuations plus lentes. Et ensuite, on fait l'attribution. Donc, il est attribué au supercondensateur la responsabilité de gérer les composantes haute fréquence du profil de puissance. Les batteries, quant à elles, sont utilisées pour absorber et fournir les composantes basse fréquence du profil de puissance. Grâce à leur capacité à stocker des quantités importantes d'énergie sur une période prolongée, les batteries sont idéales pour gérer la demande stable de courant. Donc, ceci est un tableau comparatif des différentes méthodes de gestion à base de règles qu'on a vues précédemment. Il est à noter qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise stratégie. La stratégie la plus efficace sera déterminée par les priorités techniques, telles que la facilité d'exécution et d'implémentation, la diminution des dépenses et des coûts, la souplesse opérationnelle, ainsi que la capacité à faire face aux fluctuations de charge. Passons maintenant aux stratégies à base d'algorithmes méta-heuristiques, dit aussi stratégies intelligentes. Ceci est un tableau comparatif des différentes stratégies méta-heuristiques les plus utilisées dans la littérature. On peut citer
l'optimisation par essaim de particules ou PSO, l'algorithme génétique, l'algorithme Lougri et l'algorithme colonie de Fourier. Alors pourquoi choisir la PSO? Tout d'abord, à cause de son efficacité et simplicité de mise en œuvre. La PSO, en effet, est reconnue pour sa mise en œuvre rapide et plus simple comparée à d'autres méthodes d'optimisation comme l'algorithme génétique. L'efficacité de l'espace de recherche. Là, le PSO est particulièrement performant pour la recherche dans des espaces de solutions multidimensionnels, ce qui est crucial dans notre cas où il est nécessaire d'optimiser simultanément plusieurs paramètres de contrôle à la fois. Preuve empirique d'efficacité, le PSO a été appliqué avec succès dans divers domaines, notamment les applications en énergie renouvelable. Les recherches antérieures ont démontré sa capacité à converger rapidement vers des solutions optimales. En résumé, l'optimisation par essaim de particules offre une combinaison optimale de simplicité, d'efficacité et de preuves empiriques, justifiant ainsi son choix pour notre étude. Parlons maintenant de la PSO. L'optimisation par essaim de particules est une méthode d'optimisation dérivée des mécanismes d'interaction sociale observés chez certaines espèces animales, comme par exemple les poissons ou les oiseaux, durant la recherche de nourriture. Dans ce cadre, l'espace de recherche est exploré par des particules qui représentent des solutions potentielles. Ces particules ajustent leur position ainsi que leur vitesse en fonction de leur expérience passée ainsi que de celle des autres particules. Voici donc l'organigramme de cette méthode. Donc la position et la vitesse de chaque particule sont actualisées à chaque cycle à l'aide des formules mathématiques suivantes. Présentons maintenant les systèmes étudiés. Donc, tout d'abord, un système photovoltaïque autonome avec stockage hybride composé de batteries et supercondensateurs. Le premier système donc, est un système photovoltaïque autonome intégrant une solution de stockage hybride composée de batteries et supercondensateurs. Ce système a été développé dans le but de garantir une alimentation constante et stable en énergie photovoltaïque sans avoir besoin de dépendre du réseau électrique. Il est donc adapté aux zones où le réseau électrique est complètement absent, par exemple les zones rurales ou les zones désertiques. Les batteries vont fournir l'énergie nécessaire aux charges de base pour une période de fonctionnement prolongée, tandis que les supercondensateurs vont gérer les pics de puissance et les variations rapides. Le deuxième système est un système photovoltaïque couplé au réseau alimentant, dans notre cas, un centre de tri des déchets se situant en Algérie. Donc le second système est un système photovoltaïque sans solution de stockage, directement couplé au réseau électrique. Ce système est destiné à alimenter un centre écologique de tri en injectant l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques directement dans le réseau. Cette configuration va favoriser la réduction des dépenses associées au stockage d'énergie, tout en profitant de la stabilité et de la fiabilité du réseau pour pallier les fluctuations de la production photovoltaïque. En résumé, le premier système permet une autonomie complète et une meilleure gestion des fluctuations de charge, tandis que le second offre une solution économique et simple pour l'intégration de l'énergie solaire pour l'alimentation d'infrastructures déjà existantes. Commençons directement sans transition par la première stratégie, qui est le développement d'un système énergétique photovoltaïque, batterie, supercondensateur. Quels sont les objectifs? Avant de présenter donc le premier système étudié, évoquons d'abord les objectifs qu'on souhaite atteindre. Alors, la stratégie proposée doit être capable de maximiser l'efficacité des systèmes photovoltaïques en optimisant l'utilisation d'énergie solaire, améliorer la continuité de l'alimentation électrique malgré l'intermittence du soleil, réduire les pertes d'énergie en optimisant la gestion et la distribution d'électricité stockée, et enfin, améliorer la stabilité du système en garantissant un équilibre entre production et consommation. Voici le schéma du système PV étudié. Donc, le principal objectif ici est de minimiser le courant de sollicitation des batteries par l'optimisation de la gestion d'énergie. Pour ce faire, on passe par plusieurs étapes. Pour commencer, on effectue le dimensionnement et la modélisation des sources de stockage d'énergie, ici batterie et supercondensateur. Ensuite, on fait la modélisation des convertisseurs DC-DC nécessaires pour la circulation des flux de puissance. L'intégration de la couche de commande locale, cette couche donc va permettre le contrôle des courants et des tensions, et l'implémentation des lois de gestion, contournant le partage de la puissance entre nos deux dispositifs de stockage, en respectant leurs contraintes électriques. Notre but ultime est de trouver une stratégie de gestion qui n'exige pas la connaissance du profil énergétique de la charge. Donc pour ce faire, nous devons mettre en place une stratégie de gestion de nouvelle génération. Intéressons-nous aux méthodes hybrides de gestion d'énergie.
les méthodes hybrides qui combinent des techniques fondées sur des règles avec des techniques d'optimisation méta-heuristiques gagnent en popularité actuellement dans la gestion d'énergie des systèmes hybrides. Donc, voyons comment les travaux existants ont abordé cette question. Voici quelques exemples de travaux récents qui ont utilisé l'EMS de nouvelle génération. Donc, à la lumière de l'examen de tous ces travaux, l'implémentation d'un système hybride de gestion de stockage d'énergie est essentielle pour viser une réponse optimale et dynamique aux fluctuations de la production solaire et à la demande énergétique. Pour atteindre donc ces objectifs, il est crucial de remplacer les régulateurs conventionnels par des solutions plus efficaces caractérisées par une capacité accrue d'ajustement et de régulation. De plus, l'optimisation des paramètres de ces régulateurs est nécessaire pour assurer une efficacité maximale du système. Introduisons directement le régulateur utilisé dans notre système de gestion d'énergie. Donc, il s'agit du régulateur PID à ordre fractionnaire. Donc, contrairement au régulateur PID classique, qui utilise des paramètres de contrôle Kp pour proportionnel, Ki pour intégral et Kd pour dérivé, le FOPID inclut également des composantes fractionnaires pour les parties intégrales et dérivées. Notez ici lambda et mu. L'équation de transfert du contrôleur dans les conditions initiales est la suivante. Donc, pour un régulateur PID classique, les valeurs de lambda et mu sont égales à 1, ce qui signifie que le PID classique est un cas particulier du FOPID. Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi une structure FOPID, où Kd est fixé à 0, donc nous n'aurons pas de terme dérivé. Cette décision est motivée par plusieurs raisons. Tout d'abord, la simplification de la conception, la prévention des réponses instables et, pour finir, la réduction des coûts. Donc, voici le schéma détaillé du système photovoltaïque autonome avec stockage hybride et algorithme de gestion d'énergie qu'on propose. Trois sources peuvent alimenter une charge en courant continu, le générateur photovoltaïque, les deux dispositifs de stockage, c'est-à-dire la batterie et le supercondensateur, et tout ça est géré par notre EMS. Donc voici le EMS utilisé. Ce schéma de contrôle comprend donc trois boucles. Tout d'abord, on effectue une comparaison entre la tension de référence et la tension de sortie au courant continu, et l'erreur sera envoyée au contrôleur PI. Le courant total requis pour le système de stockage d'énergie hybride, appelé ici I-référence, est généré par le contrôleur PI. Après application de l'équation suivante, le courant de référence pour la batterie représente la composante basse fréquence du courant. L'erreur sera envoyée au contrôleur PI. Après comparaison du courant de référence avec le courant réel de la batterie, les ratios de commande sont produits par le régulateur PI et le générateur PWM reçoit ces ratios de commande et émet des impulsions de commutation correspondant aux interrupteurs de la batterie. On applique ensuite les équations suivantes pour calculer P, qu'on a appelé ici P batterie restant. C'est quoi P batterie restant? C'est la puissance qui doit être fournie par le supercondensateur et qui ne peut pas être compensée par la batterie. La puissance restante donc, de la batterie qui sera compensée par le supercondensateur est calculée comme suit. Donc I super K référence égale P batterie restante sur la tension du supercondensateur. Après comparaison, comme pour la batterie, après comparaison du courant de référence du supercondensateur avec le courant réel, l'erreur est envoyée au contrôleur PI, les ratios de commande nécessaires sont produits par le contrôleur PI et le générateur PWM reçoit des ratios de commande et l'utilise pour produire des impulsions de commutation correspondant aux interrupteurs du supercondensateur. Essayons maintenant d'améliorer cet EMS. Pour ce faire, on a remplacé le PI du supercondensateur par notre régulateur proposé qui est le FOPI. Il sera optimisé par la PSO. Pourquoi? La synergie entre les régulateurs FOPI et PSO repose sur leurs forces complémentaires. En effet, le FOPI fournit un cadre de contrôle robuste et adaptatif et la PSO facilite l'ajustement automatique des paramètres. Cette combinaison va exploiter les avantages des deux méthodologies, résultant en une stratégie de contrôle puissante et polyvalente. Dans cette étude, l'utilisation exclusive du régulateur FOPI optimisé par PSO sur la boucle de contrôle du supercondensateur a été motivée par la nécessité d'une approche d'optimisation spécialisée, adaptée aux dynamiques complexes et aux paramètres divers associés au contrôle du supercondensateur. Cette application ciblée permet un ajustement et une adaptation plus précise des paramètres du contrôleur FOPI pour améliorer les performances globales du supercondensateur au sein du système. Afin donc de vérifier la fiabilité de notre EMS, nous allons le soumettre à deux scénarios. Pour commencer, variation de l'irradiation solaire et ensuite variation de la charge. Donc, après avoir détaillé l'approche suivie, passons aux principaux résultats et analyses.
La simulation ici implique l'utilisation d'une radiation solaire fluctuante en association avec une charge électrique constante P égale 1000 watts. Donc ici, on peut apercevoir le profil de l'irradiation solaire utilisée. Donc, ici, on peut voir la tension du bus DC. On observe que la tension DC maintient sa stabilité à 58 watts malgré les fluctuations de la puissance photovoltaïque. Cette stabilité démontre l'efficacité du système à réguler la tension du bus continu, assurant ainsi une performance fiable malgré les variations des conditions d'ensoleillement. On présente ici donc les dynamiques des divers éléments énergétiques, notamment la puissance photovoltaïque, la puissance de la batterie et la puissance de la charge. On remarque que la batterie suit parfaitement le profil de la production PV tout au long de la simulation. La charge reste toujours alimentée, quel que soit l'état de production solaire. On va montrer ici la réponse du supercondensateur pendant la simulation en comparaison entre le contrôleur proposé FOPI et le contrôleur PI traditionnel. Pour atténuer le stress sur la batterie, le supercondensateur joue un rôle ici crucial. Lors de l'augmentation de l'irradiation, les supercondensateurs absorbent une partie de l'énergie. On remarque une nette amélioration du profil du supercondensateur avec le régulateur FOPI, et on remarque aussi que le supercondensateur fonctionne uniquement en régime transitoire et revient toujours à zéro en régime permanent. Passons maintenant au scénario numéro 2, qui est la variation de la charge. Le deuxième scénario de simulation vise à évaluer l'efficacité de notre EMS dans des conditions de charge variable. Pour cette simulation, une puissance photovoltaïque constante est maintenue à 1180 watts tout au long de l'expérience. L'objectif est d'examiner comment l'EMS réagit face aux variations de la demande de charge. On remarque ici que la batterie suit parfaitement le profil de la demande énergétique de la charge tout au long de la simulation. La charge reste toujours alimentée, quelle que soit sa demande. Ensuite, on s'intéresse aux réponses du supercondensateur avec charge variable pour le contrôleur PI et celui proposé FOPI PSO. Dans ce scénario, la comparaison entre le contrôleur PI traditionnel et le contrôleur FOPI PSO révèle une amélioration notable des performances des supercondensateurs. Comme observé dans les simulations avec les radiations variables, l'utilisation du contrôleur FOPI se traduit toujours par une meilleure réponse des supercondensateurs. On remarque aussi que le supercondensateur fonctionne uniquement en régime permanent, en régime transitoire, et revient à zéro, toujours en régime permanent. Donc, on offre ici une représentation visuelle de l'état de charge de la batterie tout au long de la simulation. L'état initial de charge de la batterie est de 60%. Donc on va effectuer ici une comparaison des performances entre l'approche proposée et la technique conventionnelle en présence de variations de charge. Il est à noter que lors de simulations, diverses situations de variation de charge ont été prises en compte. Les résultats montrent que le contrôleur proposé FOPI PSO offre des améliorations significatives par rapport au contrôleur PI conventionnel. Le dépassement de crête est réduit de plus de moitié, passant de 20,41% avec PI à 9,37% avec FOPI PSO, ce qui diminue le risque de surréaction et le stress sur le composant du système. Le temps de montée est légèrement amélioré, permettant au système de réagir plus rapidement au changement de charge. De plus, le temps de stabilisation est considérablement réduit, ce qui indique que le système atteint un état stable plus rapidement. Ces résultats nous emmènent directement à la conclusion de la première stratégie. En effet, les simulations menées dans les scénarios variés, incluant des fluctuations de charge et d'ensoleillement, ont permis d'évaluer de manière approfondie l'efficacité et la robustesse des deux types de régulateurs. Les résultats obtenus montrent que le régulateur proposé FOPI PSO surpasse systématiquement le contrôleur PI en termes de stabilité, de réactivité aux variations, de charge en conditions climatiques, de charge et de conditions climatiques. Cette supériorité est manifeste dans les domaines suivants: réduction de dépassement de crête, réponse dynamique améliorée et efficacité énergétique accrue. Nous allons ici donc valider les objectifs qu'on s'était fixés précédemment. La stratégie proposée a-t-elle permis de, oui, maximiser l'efficacité des systèmes photovoltaïques en optimisant l'utilisation de l'énergie solaire? Elle a permis d'améliorer la continuité de l'alimentation électrique malgré l'intermittence du soleil. Elle a permis de minimiser les pertes d'énergie en optimisant la gestion et la distribution de l'électricité stockée. Et elle a amélioré la stabilité du système en garantissant un équilibre entre production et consommation. Voici un aperçu des publications et conférences où nos travaux ont été présentés concernant la première stratégie proposée. Et passons directement à la deuxième. Donc c'est
la stratégie numéro 2, c'est le développement d'un système énergétique photovoltaïque et réseau électrique. Donc, cette stratégie sera appliquée pour l'alimentation d'un centre écologique de tri des déchets en Algérie. Cette seconde solution va exploiter la connexion directe au réseau pour gérer l'énergie photovoltaïque produite sans nécessité de stockage local en tirant parti de l'infrastructure du réseau électrique déjà existante. Cette approche optimise l'utilisation d'énergie générée tout en répondant aux besoins énergétiques, offrant ainsi une alternative économique et efficace. La performance de cette solution sera évaluée à travers des simulations réalisées avec le logiciel PV6. Donc, avant d'être recyclés, les déchets soigneusement sélectionnés sont triés, emballés et stockés dans des installations de tri des déchets, également appelées centres municipaux de tri des déchets. L'Algérie compte 117 centres d'enfouissement technique, 16 centres de recyclage et 10 centres de transfert. Tous ces centres sont actuellement alimentés à l'aide du réseau électrique local. Donc, quels sont les objectifs de cette stratégie? La stratégie proposée doit être capable de éliminer les coûts et contraintes liées au stockage, garantir un accès constant à l'électricité en utilisant le réseau comme source d'énergie en complément du photovoltaïque, faciliter l'intégration du photovoltaïque à grande échelle en simplifiant l'infrastructure du système et pour finir, proposer une solution économique et techniquement viable appliquée aux infrastructures déjà existantes. On offre ici l'analyse de l'équipement. Ce tableau va offre une vue d'ensemble complète des besoins énergétiques des différents équipements du système, ce qui est essentiel pour la conception et l'optimisation de l'approvisionnement en énergie, tel que le système proposé. Alors, ici, on propose la description du système photovoltaïque connecté au réseau proposé. Ces systèmes photovoltaïques, en effet, peuvent bénéficier de mécanismes de compensation d'énergie. Donc, ils permettent de vendre l'excédent d'électricité généré au réseau et générer des revenus supplémentaires. On observe ici le schéma du système photovoltaïque en autoconsommation connecté au réseau. Tout d'abord, on doit optimiser l'inclinaison et l'orientation. Donc, le nombre d'inclinaison du panneau après l'optimisation sera fixé à 33 degrés et son orientation sera toujours dirigée plein sud. On voit ici le processus de dimensionnement du champ photovoltaïque. Le champ ici sera composé de 110 panneaux monocristallins, chacun ayant une puissance de 300 watts crête. Ces panneaux sont configurés en 5 chaînes connectées en parallèle. Chaque chaîne comprend 22 panneaux connectés en série, ce qui permet d'atteindre une puissance totale de 33 kW. On effectue ici le processus de dimensionnement de notre onduleur. Le graphique va montrer la relation entre la puissance d'entrée fournie à l'onduleur et son efficacité. L'efficacité est représentée sur l'axe des ordonnées, exprimée en pourcentage, tandis que la puissance d'entrée est indiquée sur l'axe des abscisses. Il est à noter que l'efficacité maximale est de 98,3% à une tension de 600 volts. Passons maintenant au bilan annuel de l'installation. Voici le tableau du bilan annuel de l'installation. On remarque que ces résultats, d'après ces résultats, que la production énergétique est fortement saisonnière, c'est-à-dire avec environ 30% de l'énergie produite durant les 3 mois d'été, juin, juillet et août. L'hiver, bien que moins productif, montre un ratio de performance plus élevé, ce qui indique que malgré la baisse d'ensoleillement, le système reste performant en termes d'efficacité. On montre ici la puissance nominale mensuelle durant une année de production solaire. Les pertes du système, les pertes de collecte du champ PV ainsi que la production d'énergie utile sont respectivement 0,71 kWh par kW crête par jour, 0,11 kWh par kW crête par jour et 4,8 kWh par kW crête par jour. D'après ces résultats, le mois le plus favorable en termes de production d'énergie pour une puissance nominale de 33 kW est juillet sans surprise. Cependant, il est important de noter que c'est aussi le mois où les pertes sont les plus élevées, en raison des températures élevées en été. En revanche, décembre produit moins d'énergie, mais est également associé à des pertes moindres. Passons maintenant à la puissance nominale mensuelle durant une année de production avec l'indice ratio de performance. Ceci est le ratio de performance correspondant à chaque mois durant l'année. L'indice de performance moyen est de 85,5%. Le mois le plus favorable en termes de facteur de performance est décembre, tandis que le mois le moins favorable est juillet. Cette observation met encore en évidence des tendances saisonnières significatives dans l'efficacité des systèmes photovoltaïques. On propose ici donc le diagramme des pertes durant l'année. Il est important de noter que l'irradiation globale horizontale totale est évaluée à 1788
kWh par mètre carré, tandis que l'énergie captée par le champ photovoltaïque s'élève à 66,1 MWh pendant l'année, avec une énergie injectée dans le réseau atteignant 57,8 MWh. Nous allons ici faire l'évaluation de la balance carbone de notre installation. Donc ces résultats montrent qu'au cours des 30 prochaines années, c'est-à-dire la durée de vie de l'installation, 858,7 tonnes d'émissions de CO2 seront économisées. Cette analyse souligne l'importance de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des systèmes énergétiques et pas seulement leur phase opérationnelle lors de l'évaluation de leur durabilité environnementale. Passons maintenant à l'analyse de la dégradation. Donc, en examinant les courbes, on peut observer l'évolution de la dégradation sur une période de 30 ans, qui est la durée du système. Il est notable que selon le graphique orange, donc, qui prend en compte les écarts croissants entre les performances réelles et attendues, année après année, la dégradation devrait atteindre environ 20% après 30 ans de vie utile. Ces résultats vont nous emmener directement à la conclusion de la seconde stratégie. L'objectif principal a été de réaliser une analyse approfondie des divers indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité des installations photovoltaïques. Les configurations du système proposé comprend 110 panneaux solaires de 300 watts crête, chacun associé à un onduleur de 30 kW. Il a été déterminé que l'angle d'inclinaison optimal pour maximiser la capture de l'énergie solaire est de 33 degrés. Les évaluations quantitatives montrent que le système est capable de produire annuellement 56,3 MWh d'énergie, avec un excellent ratio de performance de 85%. La dégradation prévue atteindra environ 20% après 30 ans de vie utile. Donc, au cours de la durée de vie opérationnelle de cette installation, cette transition pourrait permettre de diminuer jusqu'à 858,7 tonnes d'émissions de CO2, l'un des impacts environnementaux les plus importants de notre siècle. De plus, ce type d'installation connectée au réseau peut également atténuer les problèmes liés à l'utilisation des batteries de stockage dans les centrales solaires, en permettant une utilisation directe de l'énergie produite, en réduisant les coûts et les contraintes d'entretien associées au système de stockage. On va ici valider les objectifs. La stratégie donc a permis d'éliminer les coûts et contraintes liées au stockage, à garantir un accès constant à l'électricité en utilisant le réseau comme source d'énergie complémentaire, à faciliter l'intégration du photovoltaïque à grande échelle en simplifiant l'infrastructure et à proposer une solution économique et techniquement viable appliquée aux infrastructures déjà existantes. Voici donc un aperçu des publications et conférences où nos travaux ont été présentés. Et passons directement à la conclusion générale. Donc, ce travail a examiné en détail les obstacles et la possibilité d'amélioration des installations photovoltaïques en se concentrant sur le problème de stockage et les stratégies de gestion d'énergie, notamment en Algérie. Le travail a progressivement construit une compréhension complète des technologies photovoltaïques, des défis associés au stockage de l'énergie et des solutions modernes et innovantes pour améliorer l'efficacité de ces systèmes. Les résultats de simulation montrent pour la première stratégie un système photovoltaïque autonome avec stockage hybride optimisé par un contrôleur FOPI PSO qui surpasse les méthodes classiques en termes de réduction des risques de surréaction, de stress sur les composants et amélioration des performances en régime permanent. La seconde stratégie, l'application dans un centre écologique en Algérie, montre une production annuelle de 56,3 MWh avec un excellent ratio de performance de 85% et une dégradation de 20% sur 30 ans. Donc, le potentiel immense des systèmes photovoltaïques pour changer le paysage énergétique mondial est mis en lumière par ces résultats, surtout dans le contexte algérien. L'incorporation de ces systèmes contribue non seulement à diminuer les dépendances aux énergies fossiles, mais également à réduire considérablement les émissions de CO2. Les originalités de la recherche menée dans ce travail peuvent être listées comme suit. Tout d'abord, l'intégration d'un système hybride de stockage. Ce travail a mis en œuvre une combinaison de batteries de supercondensateurs pour le stockage d'énergie, permettant une gestion plus dynamique et efficace des fluctuations de charge. Deuxièmement, l'utilisation d'un contrôleur FOPI optimisé par PSO. Le contrôleur FOPI associé à l'algorithme PSO a démontré des performances supérieures aux méthodes conventionnelles, notamment en termes de réduction de dépassement de crête et de réactivité. L'optimisation via l'algorithme PSO, l'ajustement simultané de plusieurs paramètres grâce à PSO a permis d'atteindre des performances optimales pour le contrôleur FOPI. Pour la seconde stratégie, l'évaluation des systèmes connectés au réseau pour les applications spécifiques déjà existantes. Donc le choix d'étudier une solution sans stockage d'énergie connectée au réseau et adaptée à une installation à but écologique
permet d'exploiter les avantages de la connexion directe au réseau et d'analyser les impacts à long terme en termes de performance et de durabilité. L'effet positif sur l'environnement a été quantifié, donc la diminution des rejets de CO2 au cours du temps d'utilisation de l'installation, il a été estimé et mis en lumière le potentiel écologique des solutions suggérées en Algérie. Et pour finir, l'analyse de la dégradation sur 30 ans, en anticipant donc une dégradation d'environ 20% de l'efficacité des panneaux sur 3 décennies. Cette recherche apporte des perspectives à long terme sur la durabilité des installations solaires dans les environnements spécifiques. Voici donc, il existe plusieurs perspectives de recherche future. Concernant la première stratégie, on voudrait faire donc une validation expérimentale sur des systèmes réels, l'intégration de l'apprentissage automatique et l'optimisation multi-objectif pour améliorer les performances et la rentabilité, c'est-à-dire prendre en considération le coût. Pour la deuxième stratégie, une étude comparative entre les systèmes similaires dans différents contextes géographiques pourrait être envisagée, l'optimisation de la maintenance selon les conditions locales, l'évaluation économique approfondie, y compris le coût d'intégration de maintenance, et pourquoi pas la réalisation d'un système pilote. Merci pour votre attention.